Alors, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de passer à la première partie de cette journée, c'est-à-dire le séminaire sur l'incitation financière à la qualité. Le sous-titre est « Inciter à la qualité, quel vecteur ?» et j'appelle les deux co-modérateurs de cette session, Yvonique Maurice et Jean-François Thébault, tous deux membres du collège de la HAS. Bien, donc avec Jean-François Thébault, nous allons animer cette première matinée qui, comme le président l'a indiqué, est donc orientée sur les incitations à la qualité, quel vecteur. Donc j'espère que nous allons contribuer à élargir les horizons de l'HAS pour répondre aux souhaits de notre président. Alors, on a une session qui va se dérouler en deux parties. Une première partie qui sera plus axée sur l'incitation financière à la qualité, donc avec un point d'actualité des perspectives. Trois intervenants, Étienne Maviel, qui est professeur titulaire de chaire de management des établissements de santé à l'EHESP, qui va intervenir sur la construction du modèle, en faisant référence d'ailleurs à ce qui se passe à l'étranger, et en nous apportant, je pense, quelques éléments de première évaluation sur le dispositif existant. Ensuite, nous irons vers le terrain avec Monique Sorrentino, qui est directrice du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, Tarare, Trévoux et CHT Hôpital Nord-Ouest, et qui, elle, va nous faire un retour d'expérience, puisqu'elle dirige un établissement qui a pratiqué l'incitation financière à la qualité. Elle nous dira concrètement comment ça a été vécu, et notamment sur le plan du management de l'établissement à proprement parler. Et ensuite, nous entendrons Adrien Dozol, qui est conseiller médical à la DGOS, et qui nous donnera donc l'éclairage et le point de vue de la DGOS en la matière. On aura un petit échange avec la salle, et ensuite on passera à la deuxième partie, qui, elle, traitera d'autres formes d'incitation que l'incitation financière, puisque effectivement la HAS a déployé d'autres solutions pour inciter à la qualité. Nous entendrons Gérard de Poupourville, qui est professeur titulaire de la chaire santé à l'ESSEC et directeur de l'Institut de la santé, et qui interviendra donc sur d'autres formes d'incitation à la qualité. Et ensuite, on organisera un échange avec Martine Aoustin, qui a été directrice de la mission T2A, directrice générale de l'ARS Languedoc-Roussillon, et qui interviendra sur le rôle des acteurs et sur ce qui peut relever de l'individuel et du collectif dans ces méthodes d'incitation à la qualité. Ensuite, on aura un temps de conclusion avec le président de la HAS, donc Jean-Luc Rousseau, et Yannick Le Guen, que nous avons entendu tout à l'heure, qui est sous-directeur du pilotage de la performance et de l'offre de soins à la DGOS. Donc, je vous propose peut-être de passer dès maintenant au premier intervenant. Je rappellerai que IFAC, en fait, s'est déroulé en deux phases. Ça a été lancé en 2011 en considérant qu'il y avait lieu de reconnaître l'excellence et l'effort des établissements en matière de qualité, avec un appel à candidature, une première expérimentation qui s'est déroulée sur 2012-2014. Je crois qu'au bout du compte, 95 établissements à peu près ont été éligibles à un financement sur une enveloppe nationale de 12 millions d'euros. On enclenche aujourd'hui une deuxième phase avec un nombre plus important d'établissements éligibles. Et donc c'est ce que va nous présenter le professeur Maviel. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. J'ai 20 minutes, mais je voudrais juste être sûr pour la présentation des diapos que quand je dis la suivante, il y aura donc la diapo suivante, parce que je ne voudrais pas passer 15 minutes à comprendre comment s'enchaîne le diaporama. Donc la première diapo, juste pour souligner que c'est un travail qui est mené dans le cadre, évidemment, d'un programme piloté par la Haute Autorité de Santé et la DGOS. Je vous remercie. Ah oui, parfait. Merci beaucoup. Et nous sommes dans ce cadre-là, l'équipe de recherche Compact, qui est un programme de recherche, pardon, dans le cadre d'une équipe de recherche de l'EHESP qui s'appelle Management des organisations de santé. Alors, je voudrais vous évoquer les principes finalement sur lesquels s'est bâti le modèle qu'évoquait M. Maurice. Nous avons eu d'abord un débat sur les grands principes qui ont déjà été rappelés
en grande partie. Puis nous avons eu ensuite un raisonnement finalement sur une première étape sur la sélection des indicateurs, je dirais même des composantes qui composent le modèle du paiement à la qualité. Nous avons ensuite eu une deuxième étape qui est le calcul du score lui-même que je vais vous présenter dans ces grandes lignes. La troisième étape, la valorisation financière. Et puis, comme il a été évoqué, des questions sur l'évaluation du paiement à la qualité, qui est un sujet, comme vous le savez, qui est assez débattu. C'est le sens de mon propos, sachant que, évidemment, ces expérimentations conduisent à une généralisation qui sera présentée un peu plus en avant dans la matinée par Adrien Dosol. La suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi IFAC? Juste pour rappeler au fond le débat qui a eu lieu dans les années 2011-2012, il y avait un contexte assez favorable au démarrage de cette expérimentation en France. D'abord parce que, comme il a été rappelé, différentes expériences internationales se sont lancées dans ce qu'il est convenu d'appeler le paiement à la performance, le P4P. Je tiens à souligner d'ailleurs, c'est plus qu'une anecdote, qu'à l'époque, il y a eu un débat sur le fait qu'on appelle ça l'incitation financière à l'amélioration de la qualité. Et il y avait bien dans cette expression l'idée de se centrer exclusivement sur la qualité, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans les critères retenus et dans les composantes par rapport à des indicateurs qui pourraient avoir aussi un sens en termes de rationalisation des coûts. Le deuxième point qu'il faut souligner dans ces expériences internationales, c'est qu'il y a un débat, et on y reviendra peut-être, qui à l'heure actuelle est assez important sur l'idée que ces nouveaux modes de paiement, celui-ci mais d'autres, comme le paiement à la coordination, sont inscrits au fond dans une évolution des systèmes de paiement des établissements de santé et du système en général, avec une éventuelle critique sur le fait que ces dernières années, les systèmes de paiement ont été, c'est en tout cas le sens des propos dans pas mal d'articles aux États-Unis, ont été principalement, voire exclusivement centrés sur des incitations au volume, et que donc il était assez logique qu'en complément d'une incitation au volume, des incitations à la qualité ou à la coordination apparaissent. C'est clair que le corollaire est que dans le système français, ces remarques peuvent être évoquées, et ça a été l'enjeu de certaines discussions qui ont poussé au démarrage d'IFAC. Je tiens à rappeler aussi que pas mal d'établissements, au fond, depuis les années 2000, soulignaient que, quels que soient les efforts qu'ils réalisaient en matière de qualité, évidemment, il y a des reconnaissances comme la certification, mais il n'y avait pas de reconnaissance de rémunération d'un niveau d'excellence, qu'on soit bon ou mauvais, au fond, en termes de qualité. La situation était un peu la même. Alors, l'autre aspect qui est clair, c'est qu'il faut rappeler que IFAC s'inscrit finalement dans une évolution très naturelle, qui est une régulation de la qualité qui s'est opérée depuis une dizaine d'années, qui a été rappelée notamment par Yannick Le Guen, avec la construction des indicateurs qualité, puis la diffusion publique et les classements hospitaliers, et le paiement à la qualité, au fond, arrive comme une incitation supplémentaire dans cette régulation. Il y avait donc un contexte assez favorable à la mise en place d'un paiement à la qualité. La suivante, s'il vous plaît. Et juste pour rappeler la question que posait M. Maurice sur l'état des lieux du paiement à la qualité, pour finalement souligner, comme on le voit sur cette diapositive, que vous avez des initiatives qui sont lancées principalement dans l'offre de soins de ville et l'ambulatoire, le primary care, puis plus récemment au niveau hospitalier. Et d'une certaine façon, IFAC s'inscrit dans une mouvance qui est assez jeune. Je dirais que la France est dans le peloton de tête des pays qui se sont lancés récemment dans ces démarches. Donc vous avez, vous voyez, l'Australie, l'Allemagne, la Corée, comme un collègue m'a rappelé, c'est bien la Corée du Sud qu'il faut comprendre, la Hollande, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Turquie, l'Angleterre et les États-Unis. Alors, dans ce contexte général, il faut bien souligner l'importance de l'expérience nord-américaine qui sert un peu de benchmark pour toutes les initiatives internationales à l'heure actuelle. C'est une expérience qui a été lancée donc, par Medicare et Medicaid, l'autorité publique nord-américaine. Il faut voir très brièvement qu'au fond, derrière le paiement à la performance nord-américain, il y a plusieurs déclinaisons qui ont été toutes des sources d'inspiration dans le modèle français. Il y a eu d'abord l'idée d'un paiement au reporting, c'est-à-dire qu'on paye le simple fait, mais qui est important, vous le savez bien, dans la vie quotidienne des établissements de santé, la collecte des données qui permet d'évaluer la qualité. Et vous savez tout le débat sur la charge de travail.
C'est un système qui a eu un certain succès pendant 2-3 années, mais qui est très coûteux évidemment pour les régulateurs payeurs et qui a été assez vite abandonné dans les expériences Medicare. Le value-based purchasing, qui est la source d'inspiration du modèle français, qui est cette incitation positive sur un jeu d'indicateurs, mais aussi d'autres dimensions qu'il est important, je pense, de rappeler. D'abord, le Hospital Acquired Conditions, qui est cette idée de pénaliser toutes les hospitalisations consécutives à des événements iatrogéniques. Les réadmissions, vous savez aussi qu'il y a un débat très polémique à l'heure actuelle aux États-Unis. Les 10% ou le 1% pardon, des hôpitaux qui ont un taux de réadmission le plus élevé sont pénalisés sur leur masse budgétaire, avec des débats sur le sens du taux de réadmission. Et enfin, le meaningful use, qui est cette idée d'une incitation à l'informatisation des données qui permettent de construire les indicateurs. Nous avons dans l'expérience française beaucoup utilisé le value-based purchasing. Et les principes retenus pour IFAC ont été, je souhaite les rappeler, je pense, d'emblée pour bien fixer le cadre de cette expérimentation, ont été surtout d'abord de ne pas augmenter la charge de travail des établissements de santé. Je crois que c'est important de le rappeler dans la vie des établissements, la difficulté parfois par rapport à ce type de dispositif, de pouvoir suivre tout simplement par rapport à la commande qui est réalisée. Donc il n'y avait pas d'augmentation de la charge de travail, c'était un principe retenu. Justement par le fait qu'on reprenait les indicateurs nationaux de diffusion publique, donc un établissement, d'une certaine façon, s'inscrivait dans IFAC sans avoir à produire d'autres recueils de données. La prise en compte de la certification, un instant pour souligner que ça a été finalement une discussion à l'origine du modèle. Je vous rappelle que dans le modèle américain, ça peut paraître surprenant, mais l'accréditation n'est pas intégrée, les résultats de l'accréditation ne sont pas intégrés dans les paiements à la qualité. Et on assiste à l'heure actuelle à une sorte de démarche très parallèle au niveau des établissements de santé, où d'un côté, ils sont incités financièrement par le paiement à la qualité, et d'un autre côté, ils sont incités sur le fait d'être accrédités, ce qui évidemment crée une tension dans le déroulé du fonctionnement des établissements de santé. Point de cela dans le cas français, puisque nous avons introduit la certification en termes d'éligibilité et aussi dans le score IFAC. Autre point et autre principe, favoriser le développement de l'informatisation des systèmes d'information clinique. C'est cette idée donc du meaningful use, d'accentuer l'effort sur l'informatisation des données qui permettent de construire les indicateurs qualité. Valoriser le niveau atteint et l'évolution, donc l'excellence et l'effort, les deux en même temps. Et puis, comme il a été rappelé, et ça a été une prise de position des pouvoirs publics qu'il faut saluer dans le contexte qu'on connaît, une incitation positive sans pénalité, dans l'esprit aussi de créer une dynamique très positive dans le développement de ce modèle. Alors, j'en viens au calendrier rapidement pour vous dire qu'il y a eu 2 expérimentations, IFAC 1 et IFAC 2. Je ne vais pas énumérer tous les éléments du calendrier, mais comme il a été rappelé, il y a eu un premier appel à candidature avec 450 établissements de santé, 220 retenus, et un premier mode de rémunération qui est intervenu en décembre 2014, et IFAC 2 qui a démarré en juin 2014, 524 établissements candidats, 490 éligibles et retenus, et une rémunération qui interviendra à la fin de l'année 2015, et une généralisation donc qui débutera en 2016. C'est important de souligner cette dynamique, au fond, en 2 temps, 2 étapes, et vous voyez que la deuxième étape inclut beaucoup plus d'établissements que la première. Alors, les composantes retenues, je ne vais pas rentrer dans un débat trop technique et vous imposer trop d'acronymes, le TDP, le DEC, le TRD, mais probablement vous les connaissez d'ailleurs sur l'ensemble des développements d'IFAC qui ont été communiqués. Sur IFAC 1, la première expérimentation, il faut bien voir donc, tous les indicateurs de la Haute Autorité de Santé, les IPACS, comme on dit, l'ICALIN, une partie de la certification avec les pratiques exigibles prioritaires, et puis l'évaluation du niveau d'informatisation qui en fait s'est traduit par l'évaluation de l'atteinte des prérequis dans l'hôpital numérique. Il faut voir dans IFAC 2 que nous sommes conditionnés par un autre jeu d'indicateurs, puisque nous sommes tenus par le calendrier de production des indicateurs, et vous savez que chaque année, il y a un jeu d'indicateurs différent avec un rythme biannuel. Donc sur IFAC 2, nous travaillons sur un autre jeu d'indicateurs beaucoup plus centré sur les spécialités, la cardiologie avec l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, l'hémorragie du postpartum,
la dialyse, l'Icalin, les composantes d'Icalin, Isatis, qui est en cours de validation, mais ce qui est acquis fraîchement depuis hier, c'est cette idée de la diffusion publique, donc de l'engagement des établissements de santé auprès d'Isatis, des résultats de la certification, qu'elle soit dans l'itération V2014 ou V2010, et des composantes d'hôpital numérique. Donc, premier élément donc, sur la sélection des composantes, vous voyez, dans IFAC 1 et IFAC 2, deux jeux de composantes différents. La deuxième étape concerne le scoring de ces composantes. C'est sans doute une des marques de fabrique du modèle français, c'est d'avoir raisonné cette matrice que je vais m'efforcer d'expliquer rapidement pour souligner que pour chaque composante, chaque indicateur qui vous a été présenté, un de ces cas de figure peut se présenter. Le cas de figure qui est le plus rémunéré est celui-ci où un établissement est classé A sur la première campagne et est classé à nouveau A sur la deuxième campagne. Nous avons eu un débat sur le fait de dire, au fond, en sens commun, c'est bien d'être excellent, mais c'est encore mieux de le rester, et c'est ce qui doit être rémunéré d'une manière optimale. Et vous voyez que dans cette échelle qu'il faut considérer, il y a après un échelonnement des points qui sont proposés. Donc si vous êtes A la première année et que vous passez B, vous avez 3,8. Et vous voyez que, évidemment, par symétrie, si vous restez C, donc faible, sur les deux campagnes, vous avez 0 point. Il y a quelques éléments d'ajustement qui ont fait débat aussi sur le fait, par principe, de ne pas rémunérer des établissements qui, si je puis dire, ne joueraient pas le jeu. Donc les non-répondants sont exclus du recueil lorsqu'ils sont non-répondants sur le deuxième recueil, et s'ils le sont sur le premier, ils ont 0 point. Alors, il faut voir que dans ce score, avec cette matrice, ce qui était important, nous avions donc un nombre de points attribués par indicateur, par composante. Il restait après à l'agréger au sein d'un score unique. Et nous avons fait une technique assez classique de pondération à dire d'experts, c'est-à-dire que nous avons demandé aux représentants des fédérations hospitalières de pondérer finalement chaque composante selon des critères d'importance du thème et aussi de qualité de la donnée, de la qualité métrologique. Cela a donné ce résultat. Donc vous voyez, pardon, excusez-moi, vous voyez clairement cette pondération qui valorise essentiellement la douleur et qui par contre a donné un faible poids sur l'informatisation du dossier du patient. On a eu un débat sur la pertinence des données issues d'hôpital numérique qui sont elles-mêmes subordonnées à des engagements financiers antérieurs. Je me suis permis de remettre l'équation du score au final. Alors certains ont considéré qu'elle est bien compliquée, mais en fait elle est très simple, c'est-à-dire que vous attribuez au score de points obtenu selon la matrice précédente la pondération pour chaque item et vous arrivez sur un score en 100 points. Sur IFAC 2, je vous accorde que c'est peut-être un peu moins aisé à la lecture de ce schéma. Nous avons été confrontés à un problème, c'est que 30% des établissements n'avaient pas d'indicateur de spécialité et ne pouvaient être cotés que sur les indicateurs dits transversaux de la campagne. Il a fallu de ce fait ne pas créer d'injustice entre les deux et nous avons créé 2 scores. Un score pour les établissements qui n'ont que les composantes transversales avec des systèmes de pondération analogues à ce qui s'est déroulé dans IFAC 1 et un score pour les établissements qui ont les composantes transversales comme l'infection nosocomiale Isatis mais qui ont aussi des composantes de spécialité. Et vous voyez tout le jeu de pondération en soulignant que pour les spécialités, nous avons fait appel, l'HAS a fait appel aux professionnels et aux sociétés savantes pour donner le poids qu'ils considéraient sur chaque indicateur et pour permettre aux sociétés savantes, évidemment, de rentrer dans le jugement de ce qu'ils considèrent important en matière de rémunération. J'en viens à la valorisation financière du score. Je vous ai parlé donc des indicateurs et des composantes, de la pondération. Troisième étape, la valorisation financière du score qui est construit dans IFAC 1 et IFAC 2. Les principes sont les suivants. D'abord, c'est un classement en fonction du score de l'établissement comparativement aux autres. Donc, ce n'est pas par rapport à une valeur absolue, à un critère qui serait défini a priori. On prend les 30% meilleurs dans la distribution et on les valorise selon 3 tranches de 0 à 10%, de 10 à 20%, 20 à 30%. Pour IFAC 2, on a 2 groupes qui ont aussi 2 distributions et de cette manière, on valorise les 2 groupes au niveau des 30% meilleurs.
La rémunération potentielle est comprise entre 0 et 0,5% du budget assurance maladie, hors les enveloppes. Une rémunération encadrée, car on ne voulait pas que, du fait des situations budgétaires de certains établissements, toute l'enveloppe soit croquée par certains établissements. Donc 500 000 comme plafond et 50 000 par symétrie pour les plus petits budgets, si je puis dire. Et puis on a ajouté une prime au meilleur de chaque catégorie, public, ESPIC, privé et centre de lutte contre le cancer. Alors, j'en viens à l'évaluation rapidement pour dire que nous avons 3 temps d'évaluation. Au fond, l'évaluation des différences observées. Est-ce qu'on explique les différences de score observées entre les établissements par des variables explicatives qui seraient indépendantes du modèle? La deuxième, sur l'appropriation, on a été très attaché à se comprendre si, au fond, tout ce qui était construit dans nos réunions était compris et approprié au sein des établissements de santé dans leur vie quotidienne. Et la troisième, qui est évidemment la question clé à laquelle toutes ces initiatives se confrontent, c'est l'évaluation de l'impact, c'est-à-dire si on incite à la qualité, est-ce qu'on améliore le niveau général de la qualité? Je passe sur les méthodes qui ont été employées, mais pour vous dire que sur les différences observées, sur IFAC1, nous avons eu un résultat qui fait sortir une variable explicative très importante, c'est celle-ci, le nombre de groupes homogènes de malades responsables de 80% des séjours. Concrètement, ça signifie qu'un établissement qui a beaucoup d'activités est pénalisé dans le score IFAC1. Je dois rajouter que dans IFAC2, avec un jeu d'indicateurs différents, ce ne sont pas les mêmes variables explicatives qui sortent, ce qui rend le débat encore plus complexe, car au fond, on sent bien que la variable qui explique les différences observées dans les caractéristiques hospitalières est très dépendante du jeu d'indicateurs. Sur l'appropriation d'IFAC, pour dire dans ce schéma, au fond, que nous avons mené des études qualitatives et des questionnaires, sans doute dans les premiers temps de l'expérimentation, mais je voudrais montrer simplement que, et adresser ce message qui nous a été remonté, c'est que IFAC était connu au niveau des directions, beaucoup moins au niveau des équipes de soins, que ce soit les médecins et les soignants. Et ce point-là nous a un peu inquiétés d'une certaine façon, puisque IFAC, par la qualité des soins, doit évidemment avoir comme cible prioritaire les équipes de soins. Le troisième sur l'impact, nous avons mesuré donc cet impact par des techniques qui sont tout à fait éprouvées, en essayant de montrer la différence avec la tendance naturelle. Nous voyons qu'il n'y a aucun effet significatif de l'incitation sur le score, malheureusement, donc c'est clair que nous n'avons pas montré d'impact particulier. Dans les rares cas où il y a un impact, il est en fait beaucoup plus lié aux variables explicatives qu'au modèle lui-même. Je voulais terminer sur le risque de gaming et vous dire qu'on a été très attentif au contrôle de qualité des données. Il y a une expérience américaine qui est désormais assez célèbre sur les Patient Safety Indicators, sur ces 2 indicateurs qui sont recueillis sur des données, disons, PMSI américaines, qui sont le corps étranger oublié dans l'abdomen et l'infection sur cathé veineux central. Lorsque Medicare a introduit la sanction en disant « il n'y aura plus de remboursement de l'hospitalisation suite à cet événement déclaré », on a assisté à une rupture. Mais une équipe de recherche américaine s'est intéressée à aller regarder la donnée originelle au niveau de ces mêmes événements iatrogéniques au niveau d'un panel d'établissements. Ils ont constaté sur le même phénomène, l'infection sur cathé veineux central, qu'il y a une pente naturelle à la diminution de l'événement iatrogénique, mais il n'y a absolument pas de cassure au moment de l'introduction de la sanction financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les établissements, quand ils ont eu l'annonce de la sanction financière, ont arrêté de coder sur leur résumé de sortie standardisé l'événement iatrogénique pour éviter d'avoir la pénalité. Donc bien évidemment, contrôle de qualité dans le modèle IFAC. Et pour terminer, je vois le signal qui m'annonce que c'est fini, et je vous remercie de ne pas me couper le micro. Je voulais juste terminer pour dire, au fond, que nous sommes, par cette image, nous sommes évidemment un projet jeune, avec tous les défauts de jeunesse. Vous voyez l'appétit que nous avons eu pendant les 3 années de cette expérimentation, et quelquefois des traces de chocolat à la commissure des lèvres, certainement un peu de maladresse. Il y a des sources d'amélioration, certainement, sur l'évaluation de l'impact. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas d'impact, mais il y a peut-être une question d'apprentissage et de temporalité. L'usage dans les établissements de santé, la communication,
L'ajustement est le point de vue adopté. La question est bien de savoir s'il faut ajuster le score ou si on considère qu'on est dans le point de vue d'un patient qualité identique en France entière, quelles que soient les caractéristiques hospitalières. Au bilan, peut-être à mettre au crédit de cette expérimentation, un rythme soutenu. Nous avons mis 3 ans, là où les Américains ont mis 15 ans. Je ne sais pas si c'est un signe positif ou pas. On tient compte du rythme de production des indicateurs biannuels. Une recherche de consensus de type ratio-démocratie, comme mon collègue Jean-Claude Moidon l'a évoqué, c'est-à-dire cette idée de consensus avec les fédérations hospitalières et les agences et l'assurance maladie. Et je tiens à remercier d'ailleurs les membres de ce groupe de travail. Et enfin, pour terminer, l'affirmation des politiques qualité dans les établissements de santé. Par IFAC, il y a aussi cette idée que dans les comités de direction, un nouveau dossier est apparu avec une possibilité de rémunération. Et j'espère que vous serez d'accord avec moi que c'est une belle cause. Je vous remercie. Bien, donc, Madame Sorrentino. Bonjour, messieurs, dames. Donc, un retour d'expérience sur l'hôpital de Villefranche. Alors, le diapo, je comprenne comment ça marche. Voilà, donc je vais d'abord vous présenter quelques éléments de calendrier, les raisons pour lesquelles nous avons eu ce résultat, et puis quelques réflexions sur la généralisation. Donc, nous nous sommes engagés effectivement en 2012 dans le cadre de l'appel à candidature. Je vois pas bien. Voilà. En sachant que l'hôpital Nord-Ouest a toujours testé les indicateurs avant leur généralisation et que nous souhaitions vraiment valoriser le travail des pôles sur les indicateurs qualité qui étaient partie prenante de la politique d'intéressement de l'établissement, j'y reviendrai tout à l'heure. Étienne Mainviel l'a dit, c'était très agréable de savoir que nous pouvions nous engager dans cette démarche sans surcharge de travail supplémentaire, et ça c'était vraiment important pour nous. En 2013, nous avons été certifiés, bien heureusement sans réserve, ou sinon nous aurions été exclus de la démarche, donc un petit moment d'angoisse quand même, mais tout est passé. Nous avons intégré des indicateurs IPAX, ICALIN et les PEP. Et en 2014, nous avons fait l'effort, car c'était bien un effort, de rajouter les prérequis sur hôpital numérique. C'est un vrai sujet. Fin 2014, nous avons calculé l'indicateur composite, qui prenait en compte les indicateurs IPAX, ICALIN. Nous avons donc suivi la formule de calcul des indicateurs, très compliquée encore. Nous n'avons pas toujours forcément tout compris ni tout diffusé. Et ce qui est important de relever, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes entrés dans la démarche IFAC que nous avons modifié notre politique qualité. Non, nous avions déjà engagé une politique qualité et IFAC est venu surfer sur cette politique qualité. Alors les résultats, on ne s'y attendait pas. Ça a été vraiment pour nous une excellente surprise puisque nous avons été premier établissement de notre catégorie, donc la catégorie des établissements d'un budget de plus de 70 millions d'euros de budget. Nous avons reçu quand même 453 000 euros et franchement, on ne s'y attendait pas. On ne savait pas qu'on aurait eu cette manne financière. Et je vous parlerai tout à l'heure de l'utilisation de cette manne financière et comme directeur d'établissement, toute ma prudence sur l'utilisation de cette enveloppe. Globalement, par rapport au financement T2A, ça représente 0,6% de toutes nos recettes T2A. Donc je crois que c'est important qu'on ait ce chiffre en tête si on parle du financement à la qualité. Nous avons eu aussi, après cette notification, une validation donc, et une enquête de l'ARS qui est venue vérifier sur l'établissement que nous validions bien cette démarche. Donc on aurait pu, à ce moment-là, donc en mars 2015, avoir des remarques de l'ARS et revenir sur cette valorisation. Ça n'a pas été le cas, bien heureusement. Donc, bien entendu, pour 2015, nous sommes inscrits dans la démarche IFAC 2. Nous recueillons les indicateurs IPAX obligatoires. Je ne vais pas les lister, vous les avez, M. Mainviel en a déjà parlé. Et nous recueillons, bien sûr, tous les indicateurs obligatoires. Pour le recueil de la satisfaction des patients, nous nous sommes mis effectivement à recueillir les adresses mail des patients, ce qui, pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux, connaissent bien les dysfonctionnements, a généré des files d'attente plus importantes à notre enregistrement administratif des patients, puisqu'il faut du temps pour recueillir au moins la première fois le mail du patient, mais nous l'avons fait et c'est en cours. Et nous avons aussi recueilli des indicateurs hôpital numériques supplémentaires et qui sont à compléter pour le 15 octobre.
Alors, pour vous expliquer comment nous en sommes arrivés à ces bons résultats, je suis obligée de revenir un petit peu en profondeur sur ce qu'est cette fameuse communauté hospitalière de territoire Hôpital Nord-Ouest, puisque ce qui est le plus marquant dans cet établissement que je dirige uniquement depuis 2 ans, c'est qu'il y a une extrêmement forte dynamique, alors pas seulement sur la qualité, mais sur les fondamentaux de ce que fait un hôpital, de ce qu'est un hôpital aujourd'hui. Donc, nous sommes une communauté hospitalière de territoire avec 3 établissements en direction commune, donc Villefranche-sur-Saône, Tarare-Trévoux, vous l'avez sur ce diaporama. Nous avons aussi un hôpital psychiatrique qui fait partie de la CHT, mais qui n'est pas en direction commune. Et ça a été une des premières CHT construites en France. Et donc, c'est une dynamique incroyable, puisque si on reprend la roue de Deming, que les qualiticiens connaissent très bien, on voit bien qu'en ayant assis notre activité médicale sur un territoire et en travaillant les parcours de soins, non seulement sur un hôpital, mais vraiment sur l'ensemble d'un territoire géographique qui couvre à peu près 60 km, eh bien, nous sommes arrivés à redéfinir les filières patients, à être à nouveau très, très attractifs, puisqu'on a une augmentation d'activité de plus de 48% de séjours sur l'ensemble des établissements, que nous avons récupéré des parts de marché en chirurgie, que les établissements sont en bonne situation financière. Les 3 établissements sont encore pour l'instant excédentaires et nous avons des taux de marge brute supérieurs à 10%. Les indicateurs de performance sont au rendez-vous et bien sûr, nous avons une très forte culture des indicateurs qualité, des indicateurs médico-économiques, et c'est bien le cumul de ces 2 catégories d'indicateurs qui arrivent à faire l'excellence de ces établissements. Et enfin, nous avons organisé une gouvernance à plusieurs entités juridiques. Tout ça, ça demande de piloter des équipes qui, au total, constituent 2600 salariés que nous devons coordonner, impliqués dans cette démarche qualité, entraînés, et avec un budget de 200 millions d'euros. Alors j'ai fait ce rappel-là parce que je suis tout à fait persuadée que la qualité fait partie de la politique globale de l'établissement, mais qu'il faut avoir des fondements en amont qui permettent d'asseoir des établissements qui ont une bonne dynamique, qui sont bien gérés. Je parle aussi, je m'arrête une seconde sur la graduation des soins sur le territoire, puisqu'on est quand même bien dans le parcours des soins, et que si cette CHT a ces bons résultats médico-économiques et ces bons résultats qualité, c'est qu'il y a eu des réflexions en amont sur comment étaient organisées les filières de soins sur le territoire, et qu'il y a eu des choix extrêmement courageux faits entre les établissements pour se répartir les activités. Un établissement a fermé sa chirurgie, a fermé ses blocs opératoires, ce qui a permis au plateau technique de muscler son plateau, de recruter des chirurgiens, de recruter des anesthésistes, d'avoir une offre de soins dense et donc performante, et que ces choix-là ont été vraiment à la base de cette dynamique, en sachant que la balance qui est ici vise à montrer qu'on a été obligé de faire des choix entre ce qu'on maintenait à proximité dans des petits établissements et ce qu'on concentrait sur des gros plateaux techniques, en sachant qu'on a toujours les 2 tendances qui s'affrontent, et qu'au milieu, on essaye bien de voir comment on gradue les soins avec l'ensemble des acteurs qui figurent sur la droite, qu'ils soient gros, qu'ils soient petits. On a vraiment un grand intérêt à travailler sur cette graduation des soins. Alors c'est peut-être un peu loin de l'incitation financière à l'activité, mais à la qualité, pardon, gros lapsus, mais ça a vraiment été très fondamental pour ces établissements. Alors là, ce graphique montre où se situe l'hôpital Nord-Ouest dans le score des établissements, donc on est en haut de la courbe. Alors ces bons résultats sont liés, je l'avais dit tout à l'heure, à une forte culture des indicateurs que l'on recueille depuis plusieurs années. Donc bien sûr, ça nous permet d'asseoir la notoriété de l'hôpital, ça nous permet d'améliorer la qualité et d'améliorer la performance médico-économique. Ce qui est très important sur ces établissements, c'est que ces indicateurs qualité sont déclinés dans les contrats de pôle depuis 2010 avec un impact tout à fait concret et réel sur l'intéressement du pôle. Donc, je l'ai dit tout à l'heure et je suis partie assez loin sur le projet d'établissement, mais la gouvernance est très importante et nous avons bien une gouvernance médico-économique avec des pôles qui fonctionnent, des contrats de pôle qui fonctionnent, qui sont signés avec des objectifs bien sûr d'activité, mais aussi des objectifs qualité. Nous avons une situation financière excédentaire, donc chaque année, nous arrivons à distribuer un intéressement au pôle.
Nous avons aussi un budget annuel qualité de 10 à 15 000 euros depuis 2009 qui permet de financer des petites actions que nous appelons pompes à l'amorçage. Et surtout, nous avons un dossier patient informatisé qui facilite les requêtes qui nous permettent de suivre les indicateurs au niveau du service et que l'on fait évoluer année après année en fonction des besoins. Alors, sur l'intéressement des pôles, un petit flash. Donc, depuis 2010, nous contractualisons avec les pôles. Nous choisissons des indicateurs qualité en lien avec les IPAX, les enjeux de la certification et puis certaines insuffisances qui apparaissent dans des pôles. On se fixe un objectif par indicateur qui varie en fonction de la situation de départ. Donc, ça peut être un niveau faible d'exigence la première année, puis un niveau plus élevé, donc par exemple 60% de l'atteinte de l'objectif la première année, 80% l'année d'après. Et puis après 2 années consécutives d'atteinte de l'exigence, on change d'indicateur pour continuer à avoir un effort sur d'autres éléments. C'est un peu ce qui est fait d'ailleurs dans le cadre de l'IFAC. Les règles sont bien entendu définies en début d'année et signées dans le contrat, on ne les découvre pas en cours de route. Le recueil de l'indicateur est effectué, communiqué, argumenté tous les quadrimestres. Donc ce suivi des indicateurs est vraiment important avec l'ensemble des équipes de pôle. Et l'indicateur a toujours progressé positivement. Bien entendu, en fonction de l'atteinte de l'objectif, on verse ou pas un intéressement au pôle. Jusqu'en 2014, un pôle ne pouvait pas du tout émarger un intéressement s'il n'avait pas amélioré son résultat médico-économique financier. Donc, si un pôle n'avait pas amélioré son résultat et qu'il avait quand même fait de la qualité, il n'avait droit à aucun intéressement. Depuis 2015, nous avons modifié cette politique et donc, même si un pôle n'a pas amélioré son résultat, eh bien, il pourra émarger à une politique d'intéressement. Ce tableau vous montre qu'à partir du moment, par exemple, où on a intégré dans les contrats de pôle l'indicateur traçabilité de la douleur, on a vu qu'au niveau de l'hôpital de Villefranche, la courbe bleue claire a dépassé la moyenne des établissements. Donc il y a eu vraiment un effet levier extrêmement fort, uniquement parce qu'on a suivi un indicateur. Voilà, donc sur l'intéressement des pôles, on ne va pas regarder, mais c'est juste pour vous montrer que l'éligibilité en 2013, c'était « j'ai amélioré mon résultat, oui, non ». Et donc, ceux qui n'ont pas amélioré leur résultat n'avaient pas du tout d'intéressement. Et dans la colonne de droite des codes qualité, quand les objectifs n'ont pas été vraiment atteints, au lieu d'avoir l'intéressement de base, par exemple sur la première ligne, 72 000 euros, une décote qualité de 20%. Et donc, le pôle n'avait touché que 14 000 euros. Voilà, que 57 000 euros avec une décote de 14 000 euros. Donc, c'est des choses qui fonctionnent, ce qui fait qu'en bout d'année, au lieu d'avoir distribué 200 000 euros, nous n'avions distribué que 137 000 euros au pôle. Aujourd'hui, nous avons donc des indicateurs quadrimestriels. Donc, ce sont juste des exemples d'indicateurs qualité que nous suivons pôle par pôle, avec des objectifs chiffrés qui sont concertés avec les pôles et qui nous permettent après d'avoir une politique d'intéressement. Quand nous avons eu connaissance donc de ce financement de plus de 400 000 euros, nous avons tous été surpris et donc extrêmement prudents de savoir comment nous l'utilisions, puisque ce n'est pas forcément une enveloppe pérenne aujourd'hui et que pour l'instant, nous n'avons pas modifié nos modes de management dans l'établissement en fonction de cette enveloppe. Quand nous l'avons reçu, nous avons décidé d'en réinvestir une partie dans des actions directement liées à la qualité et une autre partie qui était reversée dans le budget de l'hôpital, puisque l'hôpital consacre de toutes les façons des ressources au niveau global pour améliorer la qualité. J'ai accepté, et mon équipe qualité est là, elle pourra en attester, de renforcer l'équipe qualité, puisque c'est vrai que quand nous avons eu ce financement, ça a été une très forte valorisation pour tous les travailleurs de l'ombre, je dirais, de la qualité, qui ne sont pas forcément tout à fait reconnus dans les établissements et qui ont parfois du mal à se faire une place importante. Il est vrai que les directeurs financiers, lorsqu'ils ont vu arriver ces enveloppes IFAC, ont eu tout d'un coup un petit éclair dans le regard que l'on ne voyait pas forcément aussi aisément sur le sujet habituel de la qualité. Donc il s'est quand même passé quelque chose dans l'établissement et c'est vraiment extrêmement positif.
Donc j'ai accepté de recruter un poste d'ingénieur qualité, même si je tombe sur des dépenses d'exploitation qui iront au-delà de ce financement. Et j'espère bien que l'année prochaine, nous aurons quand même un financement IFAC. Et puis nous avons accepté de financer des actions de formation, du matériel particulier, des prestations intellectuelles, ce qui fait que notre pompe à amorçage, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure sur des démarches qualité, a été augmentée de ce budget-là. Alors sur la généralisation, il est vraiment très important de constater que dans les établissements, c'était très agréable de voir que tout n'était pas que financier et qu'enfin les acteurs trouvaient une reconnaissance sur autre chose que des euros toute la journée, même si dans la qualité on est aussi finalement sur un indicateur qui se chiffre en euros, mais vraiment une très bonne perception des équipes sur le fait de valoriser des actions qualité et de reconnaître tout ce travail-là qui est fait. Donc l'avantage, c'est que ça peut modérer un financement strict à l'activité, qu'on rétribue des actions qualité et que ça peut fédérer beaucoup plus que la stricte D2A. Le score effort est vraiment très intéressant parce que pour les établissements qui partent d'un niveau plus bas, on va quand même valoriser le fait qu'ils s'améliorent et ça c'est vraiment très important pour inciter à la mise en place de dynamiques. Et puis bien entendu, nous envisageons, si ces financements deviennent un peu plus pérennes et qu'on a une lisibilité sur plusieurs années, d'abonder pour nous les enveloppes d'intéressement que nous consacrons au pôle. Sur les questions, est-ce que ça peut pas accroître encore les inégalités entre établissements? J'ai bien sûr une tendance naturelle à être solidaire des établissements qui sont en plan de retour à l'équilibre, qui ont des difficultés X et Y pour arriver à lancer les dynamiques. Donc les établissements qui ne partent pas de situations faciles, est-ce qu'ils ne vont pas être encore plus laissés de côté? Alors apparemment, d'après ce que disait M. Mainviel, vous avez bien prévu un système qui permette de tirer les établissements qui sont en situation plus difficile et il faudra évaluer cet aspect-là. Il y avait eu des questions sur le malus et le bonus, donc j'entends bien qu'il n'y aura pas de malus, et ça, non, c'est pas décidé. Bref, donc notre position, c'est de dire que quand même le malus serait très difficile à vivre pour les établissements parce que c'est des dynamiques difficiles à mettre en place et je pense que les établissements qui ont des indicateurs de performance moins élevés auront du mal à y aller. Donc si en plus ils ont un malus, ça va être très compliqué pour eux. Voilà. Donc le malus ne me paraît pas être une bonne idée. Voilà. Dans le même sens, il y a un intéressement négatif, à qui on va rétribuer cet aspect négatif. Voilà. Après, comment intégrer la qualité dans le financement? Est-ce que c'est dans les tarifs T2A? Est-ce que ce sont des enveloppes spécifiques? Ça peut créer un problème de lisibilité des tarifs du GHS. Et puis, pour terminer, pour la généralisation, nous souhaiterions exprimer quelques suggestions sur les règles du calcul du score. Donc, M. Mainviel nous les a expliquées. C'est sans doute, finalement, effectivement, pas si compliqué que ça, mais de là arriver à décliner au sein des équipes, c'est quand même encore un petit peu compliqué. Donc la simplification du calcul du score, au moins des outils pédagogiques simples pour ce score, ce serait vraiment intéressant. C'est bien de les connaître à l'avance aussi, puis si on veut peut-être que nos politiques qualité puissent suivre les objectifs qualité nationaux qui se traduisent à travers l'IFAC, c'est bien parce que d'une certaine façon, on peut les récupérer plutôt après. Et puis bien sûr, comme pour toutes les réformes, une certaine stabilisation dans le temps, puisque derrière, on a à manager des équipes, et donc c'est compliqué quand on a trop de modifications dans les politiques. Voilà, je vous remercie. Bien, donc on passe la parole à Adrien Ozol pour la DGOS. Bonjour, donc je suis conseiller médical à la DGOS, à la sous-direction de la régulation de l'offre de soins. Et je vais faire cette présentation en place de Samuel Pratt-Marty, qui ne peut pas être là malheureusement, il s'en excuse. Pardon, on va remonter les micros. Et qui souhaitait remercier l'HAS d'avoir organisé cette matinée dédiée à l'incitation à l'amélioration de la qualité qui a été développée par nos deux institutions.
Alors, ça a déjà été présenté par Étienne Mainviel, mais donc ce projet s'inscrit dans une politique de développement des indicateurs et de généralisation, puis de diffusion publique depuis une dizaine d'années. Et il a été décidé d'utiliser le levier financier maintenant pour continuer à pousser les établissements à s'améliorer et à répondre à certains écarts qu'on pouvait constater dans le niveau de qualité atteint par les établissements sur le territoire. Je voulais rappeler également donc l'existence de groupes techniques et de consultation de l'ensemble des fédérations qui ont nommé chacune un expert qui a travaillé avec nous pendant ces années, et Étienne Mainviel, que je remercie pour la direction scientifique de l'ensemble des travaux, également la CNAMTS et l'ATIH et les autres intervenants dans le domaine de la qualité et du financement qui ont participé à ces travaux pendant 3 ans, et donc qui ont permis l'inscription dans la loi de ce nouveau compartiment dans la T2A, donc avec la création d'une dotation spécifique pour l'incitation à l'amélioration de la qualité, et avec une montée en charge qui vous a été présentée donc en 2015 et une généralisation en 2016 à l'ensemble des établissements ayant une activité de médecine chirurgie obstétrique. Pour la montée en charge, elle vous a déjà été présentée. Effectivement, l'un des points les plus importants, c'était de permettre d'intégrer de nouveaux indicateurs, et notamment les indicateurs de spécialité dans le modèle. Et donc pour assurer les établissements, si jamais il y a des questions, effectivement, la rémunération, comme en 2014, aura bien lieu en fin d'année. Donc la généralisation, Étienne Mainviel vous a présenté les grands principes. Là, je vais vous rappeler que la plupart donc, de ces grands principes qui ont été testés lors de ces 2 années sont repris dans le cadre de la généralisation. Donc premièrement, la prise en compte de l'ensemble des indicateurs généralisés, avec ça nous permet effectivement de ne pas créer une charge de travail supplémentaire pour le recueil, et donc les établissements puissent concentrer tous leurs efforts dans leur démarche d'amélioration de la qualité plutôt que générer des données, et d'assurer une cohérence entre cette nouvelle démarche et les autres démarches d'incitation à l'amélioration de la qualité qui existent, qui préexistaient. Ensuite, un lien très fort avec la certification, donc qui sera acté avec la certification qui sera l'un des critères d'éligibilité pour pouvoir être rémunéré. Ensuite, l'incitation à l'amélioration à la qualité donc, est strictement positive. Donc je peux vous rassurer, il n'y a aucune sanction financière qui est prévue dans ce cadre. Ce sera uniquement une dotation supplémentaire. Il n'y aura pas d'amende pour les établissements qui auraient un niveau de score plus faible ou très faible. Je pense que c'était justement l'un des points qui avait été très fédérateur et qui avait permis d'inciter tout l'ensemble de la communauté hospitalière, des soignants ainsi que des directions à s'inscrire dans cette démarche. Ensuite, une rémunération uniquement des établissements qui auront le niveau de score le plus élevé afin d'éviter le saupoudrage et d'avoir une taille de rémunération suffisante pour pouvoir être pertinente. Ensuite, la prise en compte du niveau atteint et de l'effort, effectivement, ça c'est un point très important sur lequel on a travaillé et on continue de travailler. Les évaluations ont montré effectivement que le rôle de l'effort pouvait être plus ou moins important. On veut s'assurer que ce rôle de l'effort sera important dans le cadre de la généralisation pour que tous les établissements puissent bénéficier à un moment de cette incitation, quel que soit leur niveau de départ. On veut tirer en fait l'ensemble des établissements vers le haut pour avoir un niveau de qualité moyen dans le pays qui puisse augmenter. Donc je reviendrai, et puis les évolutions, je les repréciserai un peu plus tard. Donc c'était cette meilleure individualisation du rôle de l'amélioration et du niveau atteint. Un modèle en année glissante s'est joint à cet objectif, et puis une adaptation pour une nouvelle modalité de prise en compte de la certification, vu qu'il y a un changement de manuel. On était encore en V2010 et V2014 dans le cadre de l'expérimentation. Donc les critères d'éligibilité, ça c'est pour vous dire qu'on reprend effectivement les grands principes qui ont été décidés et qui ont marché en fait dans le cadre de l'expérimentation. Donc il y aura un niveau de certification minimum requis. Si l'établissement ne l'atteint pas, il ne pourra pas être rémunéré. Il faudra avoir procédé donc à l'ensemble des recueils obligatoires. Si jamais un établissement ne recueille pas l'un des indicateurs, on ne pourra pas calculer les scores, donc il sera exclu. Et également, donc, le contrôle qualité, comme on a vu, il faut s'assurer de la fiabilité des données dans ces recueils qui sont pour l'instant d'ordre déclaratif. Donc il y a des contrôles qui existent déjà et qui vont nous permettre de s'assurer que la donnée est fiable. Si jamais il y a une surcotation qui est constatée lors de ces contrôles par les ARS dans les établissements, l'établissement serait exclu et ne sera pas rémunéré. Donc
Et l'ensemble de ces critères sera apprécié donc à peu près comme maintenant, ce sera en novembre, c'est la date à laquelle où l'ensemble des contrôles sont finalisés et les résultats publiés et diffusés publiquement. Donc les évolutions, d'abord augmenter le champ de la mesure de la qualité. Donc comme on a vu, les jeux d'indicateurs étaient très différents entre 2014 et 2015. Ce qu'on souhaite, c'est avoir une vision la plus globale possible de la qualité. Donc on raisonnerait en année glissante, on prendrait en compte dans le calcul du score à la fois les indicateurs publiés et diffusés publiquement l'année en cours, mais également ceux de l'année précédente. Ça permettrait justement d'avoir à la fois l'ensemble des indicateurs transversaux et de tous les indicateurs du tableau de bord numérique et de tous les indicateurs donc, de qualité et de sécurité des soins. Comme vous savez, maintenant, le recueil a lieu une année sur 2. Ensuite, une nouvelle modalité de prise en compte de l'évolution. Donc, c'est en cours de discussion. On a un groupe technique avec les fédérations demain. Donc, comme je l'ai bien rappelé, c'est de s'assurer que l'effort joue bien un rôle et que les établissements qui s'améliorent puissent être rémunérés, quel que soit leur niveau de départ. Donc, il y a une discussion avec un score unique, avec une matrice qui permet d'apprécier au niveau des composantes ces deux dimensions, ou alors séparer et avoir deux scores, un score pour le niveau atteint et un score pour l'évolution. Ensuite, il y a un travail qui est en cours pour l'adaptation de ces modalités à l'HAD, parce que ce sont des établissements MCO. Néanmoins, ils ont certaines particularités en ce qui concerne leur financement, mais aussi en ce qui concerne les indicateurs qualité qui ne sont pas totalement superposables aux indicateurs des autres établissements MCO. Donc, on est en train d'adapter le modèle à ces établissements, qui seront concernés donc, dès 2016 par la généralisation. Donc les prochaines étapes, comme je vous l'ai dit, il y a une réunion avec l'ensemble du groupe technique demain matin. Donc on va aborder tous ces points qui ont été soulevés. Le but donc c'est de finaliser ce modèle de généralisation. Il y aura une concertation avec les fédérations hospitalières où on va leur communiquer très prochainement le projet de décret en Conseil d'État qui va fixer l'ensemble des grands principes. Et donc cette phase de concertation officielle va s'engager. Et la publication de l'arrêté qui fixerait l'ensemble des paramètres pour 2016 est prévue avant le 1er mars 2016. Donc effectivement, on a bien entendu la remontée lors des évaluations. Et notre but, c'est de pouvoir publier le plus tôt possible en fait, ces paramètres et avoir des paramètres qui soient stables dans le temps ou qui soient pluriannuels pour avoir une visibilité la plus grande possible pour les établissements. Les perspectives, donc, c'est l'évolution au cours du temps de ce modèle, puisqu'il y a la génération de nouveaux indicateurs qui va arriver. Donc, il faudra en tenir compte et adapter le calcul du score et le modèle à ces nouveaux indicateurs diffusés publiquement et généralisés. Et également le déploiement à d'autres champs, notamment le SSR. Ce sera pour voir en fonction des discussions en cours dans le cadre de l'FSS sur le nouveau mode de financement de ce champ d'activité. Donc en conclusion, donc je tenais à remercier donc encore une fois l'ensemble des membres des groupes d'experts et aussi tous les établissements qui ont participé à l'expérimentation. Effectivement, ça a été riche d'enseignements pour nous d'avoir ce retour d'informations. On a eu des retours donc, qui ont été standardisés par une étude lors de l'étude d'impact. On a eu des échanges plus directs avec certains établissements et qui nous ont permis justement d'en tenir compte et de calibrer un peu différemment le modèle généralisé qui sera utilisé en 2016. Je vous remercie. Bien, merci aux trois intervenants d'avoir bien tenu le temps, puisqu'on est juste dans le timing. Comme le disait le professeur Mainviel tout à l'heure, finalement, on voit un modèle qui a évolué très rapidement, puisqu'en 3 ans, on a fait mieux que d'autres pays qui ont mis 15 ans à travailler sur le même sujet. Ceci étant, on voit qu'on a là un dispositif qui n'est pas abouti, mais il est quand même co-construit avec une forte implication des représentants des établissements. Je pense que c'est tout l'intérêt de ce modèle qui est en évolution. Et il y a un autre aspect qui a été souligné, c'est l'appropriation, alors certes par les établissements, mais plus que par les établissements, je dirais par les professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au cœur du terrain, et ça a bien été mis en évidence par Madame Sorrentino tout à l'heure, tout simplement parce que
Et on le voit bien, l'aboutissement du système, c'est d'avoir un mode de financement qui ne soit pas un mode de financement strictement à régulation financière, mais qui intègre d'autres composantes, et notamment la composante qualité, pour aller demain vers un système de tarification qui sera peut-être autre chose que de la tarification au séjour, mais de la tarification au parcours ou de la tarification au mode de prise en charge. Alors pour que les professionnels puissent s'approprier le système, il ne faut pas que ce soit pour eux une charge de travail supplémentaire. Ça a bien été dit également. Et ça nous renvoie à l'importance du système d'information, parce qu'il faut avoir un système d'information qui permette finalement de recueillir des indicateurs de façon quasi automatisée. Alors Madame Sorrentino, est-ce que vous pouvez de ce point de vue nous dire ce qu'il en a été précisément pour votre établissement? Ça marche? Non. Ça marche? Pardon. Oui, donc je l'ai dit dans ma présentation, effectivement, les systèmes d'information sont vraiment fondamentaux. Donc nous disposons d'un dossier patient informatisé dans lequel nous pouvons recueillir des indicateurs sans que ce soit une charge de travail importante, les évaluer et puis les faire modifier. Dans les systèmes d'information, aujourd'hui, nous allons essayer d'avoir un système d'information identique pour les établissements du territoire. Donc j'insiste encore beaucoup, et je crois que dans le cas de la HAS, tout ce qui se passe sur la certification dans un territoire est vraiment très très importante. Et là aussi, on a un gros enjeu d'avoir un système d'information unique pour les patients du territoire et que l'on partage vraiment quotidiennement. Donc pour faire du bon parcours de soins, on a aussi besoin de ces systèmes d'information. Et c'est une condition vraiment très très importante. On n'aurait pas pu avoir ces bons résultats si nous n'avions pas un système d'information qui permette de recueillir ces indicateurs. Bien, merci. Donc, je propose de passer à l'échange avec la salle et de prendre vos questions. Monsieur, on peut donner les micros, s'il vous plaît? Je vous remercie de me donner la parole. Vous pouvez vous présenter Jean-Pierre Blin, je suis retraité et par un concours de circonstances que j'aurais préféré ne pas avoir, je m'intéresse beaucoup à la psychiatrie. Je suis membre de 3 associations de proches de malades et je peux vous dire que c'est une expérience qui n'est pas de tout repos. Alors ma question va être très simple puisqu'il y a quand même eu des rapports qui précisent qu'en psychiatrie, il y a une forte disparité dans les soins. Ça a été écrit par l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour des comptes, et ce que je vis, je peux vous dire, c'est exactement la même chose. Et bon, j'ai été obligé d'écrire à Madame le ministre. Évidemment, pour la nouvelle loi de santé, apparemment, c'est passé aux oubliettes, c'est curieux. J'ai des choses simples à proposer. Et dans la qualité, c'est curieux, on n'a pas mentionné qu'il faudrait faire quand même une expérience dans ce que vous avez dit, des indicateurs de qualité. Et là, ça va être beaucoup plus difficile que la liste que je viens de voir. En psychiatrie, il y a beaucoup de maladies, contrairement à ce que les gens ne savent pas. Et en plus, beaucoup plus grave, c'est que les malades ne sont pas souvent conscients de leurs troubles. Moi, j'ai une collègue qui a eu des troubles psychiques au travail, avant que je prenne ma retraite, et maintenant, elle ne travaille plus. Et le médecin généraliste me dit « Monsieur, c'est secret médical, on ne peut pas vous aider. » Eh bien maintenant, elle est inapte au travail. Voilà ce qu'on a gagné. Donc je voudrais quand même que vous regardiez un peu plus attentivement, si vous avez quand même quelques minutes à consacrer, ces sujets qui sont pour le moment dans la file d'attente. Je comprends qu'on ne puisse pas tout faire, j'ai travaillé, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais la psychiatrie, ça demandera beaucoup plus de temps de travail et pour obtenir des résultats corrects, sans être très bons. Merci de votre attention. Bien, merci. Une autre question? Merci. Je suis Michel-Henri Delcroix, expert agréé à la Cour de cassation et président d'APRI Maternité Sans Tabac. Je remercie beaucoup les organisateurs, Jean-Luc Caruso, Yannick Le Guen, Étienne Mainviel, Monique Sorrentino, Adrien Dozol, pour tout ce qu'ils ont dit. C'est extraordinaire. Cependant, je n'ai pas entendu parler de la santé des enfants à naître. On a bien un indicateur de qualité qui est l'hémorragie du postpartum. C'est vrai, ça arrive après l'accouchement. Moi, je voudrais parler et poser la question, la santé des enfants à naître, les inégalités de santé commencent avant la naissance.
Et la France a le privilège extraordinaire d'avoir, paraît-il, un des meilleurs systèmes médicaux du monde, et néanmoins, le taux d'enfants exposés à la fumée de tabac le plus élevé, exposés à la fumée de cannabis le plus élevé, exposés à l'alcool le plus élevé de tous les pays européens. Et ce diagnostic, ce dépistage n'est même pas fait. J'ai organisé avec l'ANAS, il y a 11 ans, une conférence de consensus grossesse et tabac. Les recommandations de cette conférence de consensus, reprises par la Haute Autorité de Santé, ne sont pas appliquées 11 ans après. Et les indicateurs retenus, qui étaient la mesure du monoxyde de carbone dans l'air expiré, n'est pas réalisé dans la plupart des CHU. Je vais terminer. Les indicateurs, puisqu'on en a beaucoup parlé, des indicateurs de qualité, comment peut-on prétendre évaluer la qualité si on n'évalue pas de façon preuve scientifique et non pas déclarative le degré d'exposition des enfants à naître avec un indicateur simple que tout le monde peut faire, même les sages-femmes qui ne sont pas mentionnées dans les indicateurs et les professionnels dans les plaques que j'ai vues. Comment peut-on enfin, 11 ans après une conférence de consensus, en intégrant tout ce que vous avez dit, comment peut-on changer les choses et faire que la France devienne le premier pays pour prendre en charge les femmes enceintes fumeuses? Merci. Professeur Maviel, quelques éléments de réponse. Évidemment, on peut être que d'accord avec votre intervention et celle de l'orateur précédent. Je pense qu'il y a des sensibilités dans la construction des indicateurs qui sont à développer et c'est clair qu'il y a des travaux à réaliser. Ce qu'il faut bien voir dans tous les travaux auxquels on est confronté, c'est dans IFAC, c'est aussi finalement un sujet assez central. On est très dépendant d'un arbitrage entre le fait de tenir compte de tous les développements dans toutes les spécialités et puis la charge de travail, comme ça a été rappelé, dans la construction des outils. Vous savez comme moi qu'on est quand même très lié encore à des recueils avec des dossiers papier. Et c'est évident que d'une certaine façon, la question n'est pas le nombre d'indicateurs au final, c'est la rapidité avec laquelle on va pouvoir informatiser une partie ou la totalité du dossier médical patient qui permettra d'avoir des recueils et des extractions automatiques et donc d'une certaine façon d'industrialiser des recueils sans charge de travail supplémentaire et permettant de jouer sur tous les thèmes que vous évoquez qui sont très légitimes. Bien, donc ça nous ramène à la construction des systèmes d'information. Certains sont déjà bien évolués, on l'a vu à partir de l'exemple d'un établissement, avec des perspectives aussi, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire qui vont se créer, la nécessité de créer des interopérabilités avec des systèmes d'information qui sont distincts d'un établissement à l'autre. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui, Serge Robert de Fibromyalgie France. Je suis représentant d'usagers dans des CRUC PC à la CRSA de ma région, qui est Poitou-Charentes, et je suis même à la CNS. Les CRUC PC, les comités de relations d'usagers, des permanences des soins dans chaque établissement. Et quand on parle de démocratie sanitaire, et le président Rousseau en a parlé de la place des associations de patients, jusque maintenant dans ces présentations, on n'a pas parlé du tout de la place des associations de patients, et notamment au niveau de la construction des IFAC, puisque nous, en fin de compte, dans l'évaluation des stratifications, on ne peut que faire des remarques et difficilement intervenir sur les indicateurs. Or, en tant qu'association de malades, on aurait sûrement, sans aucun doute, des choses à dire et faire évaluer non seulement les indicateurs en convergence avec les professionnels de santé et les institutionnels, ainsi que tous les items qui peuvent être indiqués. Merci.
Écoutez, c'est un point très important sur lequel je vous rejoins totalement. Et d'ailleurs, la Haute Autorité de Santé fait tout pour associer les représentants d'usagers dans ces différents groupes de travail sur divers sujets. Et elle vient de produire, vous le savez sans doute, un guide à l'intention des associations d'usagers pour leur implication dans notamment les démarches de certification à l'échelle des établissements, de façon à ce qu'ils soient vraiment très, très partie prenante. Donc tout ça va dans le sens, effectivement, de ce que vous souhaitez. Oui, monsieur. Pour répondre sur les indicateurs, IFAC se base sur des indicateurs qui sont déjà développés. Donc là, je pense que la consultation des patients a déjà lieu en amont, lors de la construction et du choix. Je crois dans le copie, l'indicateur IQSS qui est copiloté par l'HAS et la DGOS, il y a déjà des représentants d'usagers qui participent à la décision des indicateurs qui seront retenus et diffusés publiquement. Donc cette consultation en fait a déjà lieu, plus celle qui a lieu de façon spécifique, peut-être indicateur par indicateur, mais au niveau global, il y a déjà une consultation. D'autres questions? Oui. Oui, oui. J'ai une demande ici. Alors, je ne sais pas si c'est à moi ou c'est devant. Bonjour, Nicole Solier, médecin de santé publique. Si vous pouvez, on ne vous voit pas. Vous levez, on ne vous voit pas. Médecin de santé publique, j'interviens ici en tant que représentant des usagers et en me posant une question. L'indicateur e-Satis va passer effectivement en IE-Satis et vous recueillez pour ce faire, pour envoyer un questionnaire de satisfaction, les mails des patients. Est-ce que cela ne risque pas d'introduire un biais dans les réponses, puisque les patients âgés ou les patients en difficulté financière n'ont pas toujours de mail? Merci. Je sais pas, sur ce sujet, je sais pas, Catherine Grenier qui est là et qui suit vraiment ce dossier, peut-être vous apporter des éléments d'information, si on peut lui donner le micro. Voilà. Oui, merci pour cette question. Vous avez tout à fait raison. Le choix qui a été fait d'orienter cette mesure de la satisfaction à partir d'un recueil d'emails et d'interrogations directement par email des patients, on sait bien que ça va ne pas permettre à tout le monde de s'exprimer. Mais nous sommes dans un dispositif global où il y a d'autres moyens de s'exprimer. Il y a un certain nombre d'outils d'expression des patients qui existent déjà, notamment le questionnaire de sortie. On sait sa faiblesse et on a pensé qu'il était plus important de le renforcer et de permettre à tous ceux qui auraient cet accès Internet et cette capacité à répondre par mail de s'exprimer, tout en sachant très bien, effectivement, qu'une partie de la population serait exclue de ce système de recueil. Nous pondérerons les résultats en fonction de ça. Et puis je voudrais dire aussi que la part de patients qui n'accèdent pas à Internet aujourd'hui est en forte diminution. Ça diminue tous les 3 mois. Il y a des suivis de l'accessibilité aux mails qui montrent que ça diminue très régulièrement. Et deuxième élément, nous permettons l'accès à ce recueil sur la satisfaction via quelqu'un de l'entourage. Donc cette expression est possible. C'est aussi tout un travail à réaliser auprès de la population pour que tout le monde puisse s'exprimer. Bien, merci. Il y avait une question ici. J'ai une question. Dans le micro, Alexis Dussol, je suis consultant. Donc on peut imaginer que dans quelques années vont cohabiter 2 financements, l'AT2A avec la rémunération de la qualité. Mais aujourd'hui, c'est assez marginal. J'ai bien noté dans une slide, c'est 0,6% des recettes d'un établissement, la rémunération à la performance. Est-ce que, d'après vous, pour que la qualité soit vraiment prise en compte dans les établissements, quel est le taux cible? Il faudrait que dans quelques années, est-ce que vous avez imaginé le pourcentage que devrait atteindre cette partie-là par rapport à la T2A? Je ne sais pas, à la fois M. Mainviel et puis peut-être... C'est une bonne question. Moi, je suis chercheur, donc je peux dire beaucoup de choses dans la réponse. Mais je crois qu'il y a un élément qui est assez intéressant, c'est le débat aux États-Unis sur le sujet. Medicare a annoncé que pour la fin de 2018, 50% du paiement des hôpitaux sera fondé sur de nouveaux modes de paiement. Donc ce n'est pas seulement le paiement à la qualité, c'est aussi les paiements à la coordination. Medicare, c'est grosso modo 50% du budget d'un hôpital nord-américain. Donc ça veut dire que 25%
du budget d'un établissement de santé aux États-Unis en 2018 sera hors, si je puis dire, T2A. C'est-à-dire ça sera sur du paiement à la qualité, du paiement à la coordination, d'autres modes de paiement. Donc vous voyez bien qu'il y a un très fort débat à l'heure actuelle, en tout cas aux États-Unis, sur le fait de développer en complément de la tarification à l'activité, des nouveaux modes de paiement à la qualité ou à la coordination. Je voudrais après, donc on sent qu'il y a une volonté de monter en charge dans certains pays. Et après, en France, on est dans un contexte évidemment où la décision politique a d'autres éléments. Je voudrais quand même souligner que le montant qui est rémunéré, je crois que l'expérience de Mme Sorrentino le prouve, même s'il peut paraître d'une certaine façon assez marginal, n'est pas négligeable quand même. C'est-à-dire que quand vous touchez plus de 400 000 € et que vous commencez à réintroduire cette somme au niveau des contrats d'objectifs et de département, je crois que votre expérience le montre, c'est que finalement les équipes sont très, très positives par rapport à ce type de démarche. Quel que soit, j'oserais ajouter le montant, c'est-à-dire qu'il y a aussi cet esprit que la qualité revienne au niveau des métiers, des équipes de soins et des professionnels. Et de ce point de vue, il n'y a peut-être pas seulement une question de taille de l'incitation qui rentre en ligne de compte. Donc, Mme Sorrentino, même si le montant n'est pas considérable, est-ce qu'il est vraiment incitatif bon. Ah oui, vraiment, moi ce que je voulais dire, c'est qu'indépendamment des réflexions sur l'évolution de la tarification à l'activité, qui est un gros débat, qui intègre aussi le débat sur le financement au parcours, à la coordination, je pense qu'en attendant, il est vraiment très important de maintenir cette notion de bonus, même s'il n'est pas très important, au titre de symbole, c'est vraiment quelque chose sur lequel les directions, les établissements peuvent s'appuyer pour développer des démarches qualité. Et puis n'oublions pas non plus qu'il y a un effet certain de benchmark entre les différents établissements. On se compare là aussi et donc on est très fiers d'y arriver. Moi, mon angoisse, c'est que l'année prochaine, on soit aussi bon. Mais voilà, donc ça, je pense qu'on peut, en attendant que des choses évoluent sur le financement à la T2A, on peut vraiment, il faut continuer dans ce sens-là. Je crois que moi, j'ai beaucoup essayé de dire que l'intéressement des pôles, c'est un levier très important dans un établissement et que ces bonus peuvent au moins servir à ça, puisqu'on sait que dans des établissements qui sont déficitaires, ils n'arrivent pas forcément à consacrer une enveloppe à l'intéressement. S'il y a un bonus qualité, du coup, ça peut peut-être leur permettre de consacrer une partie en redistribution vers les acteurs. Merci, M. Gozol, vous souhaitiez... Juste pour rebondir sur l'expérience de Mme Sorrentino, effectivement, hein, la question c'était le calibrage de l'enveloppe et les remontées qu'on a pour l'instant montrent que c'est quand même si les enveloppes pouvaient initialement paraître faibles, c'est un outil d'incitation fort à l'intérieur des établissements. Et il y a une totale autonomie des établissements sur l'utilisation de l'enveloppe. Elle n'est pas fléchée, donc effectivement, peut-être que votre exemple est un bon exemple de contractualisation avec les pôles. Pour revenir à la question précédente, donc j'ai pas d'annonce politique à faire. En tout cas, j'ai pas le mandat pour vous donner de cible sur la taille de cette enveloppe. Donc c'est juste un nouveau compartiment, mais qui s'ajoute à d'autres compartiments qui sont en train d'être créés dans le cadre de la T2A, en plus donc du paiement à l'activité tel qu'on le connaissait avant. Et puis alors, il y a d'autres formes d'incitation financière qui peuvent, le moment venu, aller en s'amplifiant, mais je ne voudrais pas anticiper sur ce que dira M. de Pouponville tout à l'heure, mais il y a notamment le poids des compagnies d'assurance, avec l'effet sur les primes, qui, le moment venu, peut également être fortement incitatif, y compris sur le plan financier. Je peux encore prendre quelques questions. Une question. Oui. Je voudrais intervenir. J'avais demandé la parole il y a longtemps déjà. Je suis Elisabeth Shepard, je suis médecin psychiatre et présidente de la commission médicale d'établissement d'un établissement en Bretagne. Et je voulais revenir sur l'incitation, l'ingénierie et l'incitation financière pour les établissements qui sont financés en DAF. Est-ce qu'il est prévu une réflexion autour de ça? J'ai entendu parler du SSR tout à l'heure, dont on sait que le mode de financement vient d'évoluer. Et par ailleurs, je voulais poser une question à Mme Sorrentino. Par rapport à la CHT, vous aviez dit qu'il y avait un établissement de santé mentale associé. Comment vous avez travaillé le retour sur investissement de la qualité pour cet établissement en particulier, différent du MCO? J'ai été très intéressée de voir qu'il y avait des discussions sur le financement des parcours. On sait qu'en santé mentale, les parcours des patients vont du sanitaire au médico-social, voire au social, et donc sortent de la configuration strictement sanitaire. Je pense qu'il y a en France 25% des maladies sont des maladies psychiques, 50% des ALD sont des ALD liées à la santé mentale. Je
crois que c'est très très important de réfléchir à l'amélioration de la qualité de la prise en charge dans les établissements de santé mentale et de trouver des leviers, y compris financiers, pour améliorer cette qualité. Donc je voudrais savoir si c'est dans les tuyaux ou si on doit se désespérer encore. Alors sur l'extension, M. Dozol, peut-être. Oui, il ne faut pas désespérer. Au contraire, il y a déjà donc des indicateurs qui existent dans le domaine de la santé mentale. Pour l'instant, on avance, comme on l'a dit, on a avancé à marche assez forcée. On a eu un calendrier extrêmement ambitieux. Donc en 2016, on généralise au MCO. Effectivement, il y a une extension à différents champs qui est prévue, mais d'abord le SSR, peut-être dans le cadre d'une réforme globale du financement. Pour l'instant, ça a été conçu comme un nouveau compartiment de la T2A. Et donc, ce n'est pas forcément le cas de la psy. Donc, il faudra voir, voilà. Il faut aller pas à pas. Et c'est dans le cadre d'une réforme peut-être globale. Mais là, on va d'abord recommencer par le SSR, je pense. Mme Sorrentino sur... Donc pour la question que vous avez posée, cette enveloppe n'a été rétribuée qu'à l'hôpital de Villefranche qui s'était engagé dans la démarche et pas les autres. Cela dit, c'est une bonne suggestion d'imaginer aussi comment on peut avoir une redistribution sur plusieurs établissements qui participent à cette politique qualité. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est comme on n'y est pas encore sur le partage des investissements entre plusieurs hôpitaux dans une même CHT. C'est un sujet, mais on n'y est pas tout à fait encore. Je prends une dernière question. Bonjour, Philippe Leduc, médecin journaliste. Vous l'avez dit, l'appropriation par les professionnels est un élément tout à fait clé. Alors on a l'impression que dans l'étude d'Étienne Mainviel, l'appropriation est nettement moins bonne qu'à Villefranche-sur-Saône, qui a l'air d'être un hôpital tout à fait exceptionnel. Est-ce que vous pensez que c'est encore un frein, l'appropriation par les médecins en particulier, qui en principe déontologiquement ne lie pas la qualité à un financement, ou est-ce que vous pensez que comme un seul homme, en 2016, ils vont y aller ? Quelle est la proportion un petit peu des professionnels? Sur l'appropriation, je voudrais dire d'abord que notre étude n'est pas quelque chose qui est fait dans les autres initiatives internationales. Ce qui est assez surprenant, c'est que quand on regarde la littérature nord-américaine, les gens évaluent l'impact ou évaluent des différences liées aux caractéristiques des hôpitaux, mais ne se posent pas tellement la question qu'on s'est posée de savoir si réellement ça rentre dans la vie des établissements, il y a appropriation. Après, je pense que ça dépend des indicateurs. Ce qui nous frappe un peu, c'est que les indicateurs transversaux, par exemple la tenue du dossier du patient, c'est quand on commence à regarder très finement quels sont les professionnels impliqués dans cet indicateur, c'est très transversal en fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le médecin, il peut y avoir des soignants, il y a des secrétariats médicaux, et c'est assez intéressant de voir comment ces personnes-là vont être effectivement touchées. Donc je pense que ce n'est pas seulement les médecins qui sont concernés, c'est un système général. Et d'une certaine façon, ça pose la question, je dirais, un peu de fond, qui est qu'est-ce qu'on mesure par rapport à ces indicateurs en termes de qualité. Et moi, je suis toujours très attaché par l'idée que la qualité, c'est Deming, qui est donc un des grands papes de la qualité, dit que c'est 85% de l'organisation et 15% de l'expertise professionnelle. Et ça, si on l'applique à l'hôpital, ça veut dire qu'on a sans doute des gisements au niveau de la qualité sur l'organisation, la coordination, la communication interprofessionnelle, sans trop focaliser seulement sur la pratique médicale. Bien, merci. Donc, je vous propose de passer à la transition. Donc, on a largement évoqué les aspects qui tiennent à l'incitation financière, mais l'incitation financière, elle a probablement ses limites. Donc, il y a d'autres formes d'incitation à explorer, et la HAS s'y est employée, notamment lorsqu'on a travaillé sur le processus décisionnel pour la version 2014 de la certification. On a souhaité, disons, gratifier les établissements qui étaient les mieux positionnés, c'est-à-dire ceux qui étaient certifiés sans décision, et donc en leur accordant notamment un délai plus important pour l'étape suivante de certification, en passant ce délai de 4 ans à 6 ans. Et de la même manière, on a souhaité que les établissements dits classés en B, c'est-à-dire avec des recommandations, puissent également accéder sur une décision de management finalement à ces délais à 6 ans. Alors, il y a une autre forme d'incitation également qui s'est déployée, c'est tout ce qui touche à l'accréditation des médecins qui exercent dans les disciplines à risque. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça touche plus particulièrement le secteur privé, mais dans ce qui est aujourd'hui en évolution, il y a l'idée d'accréditation d'équipe,
et puis faire en sorte que l'accréditation des médecins puisse aussi se déployer progressivement dans le secteur public. D'ailleurs, de ce point de vue, il y a un amorçage. Alors c'est vrai qu'à l'origine, là aussi, il y a sans doute une justification financière à ces démarches d'accréditation, mais si on peut demain étendre également ces process, je pense qu'on ira dans le sens du développement de la qualité dans les établissements. Et puis il y a tout ce qui touche à l'évaluation des pratiques professionnelles au DPC, je pense qu'on va l'évoquer dans les interventions à venir. C'est d'ailleurs pris en compte également dans le processus de certification, tout du moins pour ce qui concerne l'EPP. Et tout ça, ça va dans le sens de l'amélioration de la qualité. Et enfin, je voulais, avant de donner la parole à Jean-François Thibault, mettre l'accent sur le rôle des usagers. Je l'ai dit tout à l'heure, la HAS fait en sorte que les usagers soient présents dans les groupes de travail. On fait tout également pour que les usagers puissent être complètement partie prenante à l'échelle des établissements de santé à proprement parler. Et il y a un autre aspect qui, de mon point de vue, relève vraiment de l'incitation à la qualité, c'est l'information de l'usager et le rôle que peut avoir l'usager également pour inciter les professionnels à améliorer leurs pratiques. C'est pour cette raison que la HAS a développé Scope Santé, donc, qui est un outil qui permet à l'usager d'avoir accès à l'information à partir, disons, des données de la HAS puisées à la fois dans la certification et dans les indicateurs. Voilà, donc on a donc des dispositifs qui vont au-delà de la simple incitation financière et c'est ce que nous allons aborder maintenant.